Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver enfin dans Immédiat. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Lucas, non, pardon, bonjour Floriane, bienvenue, bon retour parmi nous. Alors le petit troisième, comment ça va ? Un petit garçon qui va à merveille et puis vraiment je suis ravie de vous retrouver. On l'a annoncé la semaine dernière avec Lucas, avec qui on continuera de travailler en collaboration, mais me voilà de retour sur mon siège. On commence tout de suite, si vous le voulez bien, chers téléspectateurs, avec le programme. On parlera bien sûr de Trump, sa revanche après son triomphe. Et puis, on enchaînera avec l'image de la semaine. Ce sera Bardella qui, vous le verrez, recherche les grands plateaux. On n'oubliera pas, bien sûr, les pastilles de l'information. Et le portrait piquant sera consacré à Olivier Legrain. Vous verrez, c'est un mécène pro-migrant. On n'oublie pas, bien sûr, vous le savez, nous sommes sur YouTube, de cliquer sur le pouce en l'air. N'hésitez pas à laisser vos commentaires juste en dessous. On les lit et puis même parfois, on y répond. Alors, Immédiat 514, c'est parti. La météo de l'info, c'est ouragan médiatico-judiciaire sur le RN. Dans l'affaire des assistants parlementaires RN, les juges n'y sont pas allés de main morte. Contre Marine Le Pen et certains des siens, les juges, les procureurs ont requis 5 ans de prison, dont 2 fermes et 5 ans d'inéligibilité avec effet immédiat. Bref, la peine de mort politique. Le quotidien Le Monde y voit une réponse exemplaire. Comme dans tout bon pays totalitaire, juges et médias s'accordent pour tenter d'éliminer les opposants. Cela fut tenté contre Trump aux États-Unis et réussi en France contre Fillon en 2017. À ceux qui disent dans les médias que la loi, c'est la loi, on pourrait faire observer que si la même rigueur s'appliquait à tous les dossiers, il faudrait mettre au bas mot 2 millions de personnes en prison. Mais là, comme ailleurs, c'est le règne du 2 poids, 2 mesures. À propos, justice et médias, ils sont où dans l'avancée des affaires concernant le secrétaire général de l'Élysée, Collère, la campagne de Macron en 2017 et la ministre de la Justice, Rachida Dati. Mais là, c'est circulé, il n'y a rien à voir. Le dossier du jour, je vous le disais, nous allons parler à nouveau de Donald Trump. Et s'il se passait des médias, Jean-Yves, c'est la question du moins qu'on va se poser. On commence avec ce tweet de Laurent Saïm. Laurent Saïm, c'est un reporter qui est beaucoup sur le terrain aux États-Unis en ce moment. Il nous donne énormément d'actualités. Laurent Saïm nous explique, Jean-Yves, qu'il n'y a aucun accès pour la presse à Mar-a-Lago. Tout se passe sur les réseaux sociaux. Et pour l'instant, c'est comme ça. Tout est bloqué. Néanmoins, les actualités que l'on peut avoir, par exemple, on peut les avoir avec Kai Trump, qui est la petite fille de Donald Trump et qui propose des vlogs. Alors, vlog, qu'est-ce que c'est, Jean-Yves ? C'est du blogging, faire du blog, mais en vidéo. Et elle a, par exemple, fait quelque chose pour la soirée élection et elle se demande si elle ne va pas continuer cela pour une émission qui perdurerait dans le temps. Les coulisses de la Maison-Blanche. Depuis la Maison-Blanche, c'est-à-dire Exactement. que ce ne sont plus les journalistes accrédités qui raconteront ce qu'ils voudront. C'est au fond la Maison-Blanche à travers le vlog de Mademoiselle Trump ou de Kai Trump ou d'autres moyens d'ailleurs qui donneront les informations au fond à qui ils veulent et puis les autres pourront les reprendre en seconde main. C'est la fin des agences de presse, c'est la fin des grands médias à prétention universelle.
on ne va pas les pleurer. C'est de la communication sous contrôle malgré tout. Alors au niveau des audiences de cette soirée électorale, il y a quelque chose d'intéressant à soulever, c'est que Fox News a remporté la bataille des audiences par rapport à ses rivaux qui sont CNN et MSNBC. Il faut noter que Fox News réalise le double d'audience de CNN. CNN est à 5,1 millions, Fox News rassemble 10,3 millions de téléspectateurs, tandis que MSNBC en rassemble 6. Il y a un tweet de Laurent Saïm, là encore, avec des sondages sur MSNBC. Elle explique que MSNBC était une chaîne qui avait éditorialisé énormément contre Trump tout au long de la campagne et qu'il serait en chute d'audience de 40 à 60%. Les démocrates ne veulent pas regarder la télévision, Jean-Yves, c'est ça le problème? Ils sont peut-être déçus, ils leur avaient vendu l'élection de Super Kamala et Super Kamala n'est pas élu. Alors que c'est intéressant de voir que Fox News n'était pas une chaîne trumpiste, Fox News était simplement une chaîne assez équilibré, c'est-à-dire qu'il y avait du Kamala, il y avait du Trump, et il y avait du positif et du négatif sur l'un et sur l'autre, contrairement aux médias démocrates qui ont survendu Kamala Harris et qui prennent évidemment le revers du résultat. Alors CNN est en perte d'audience, alors il n'y a pas que sur la soirée électorale qu'elle a perdu des téléspectateurs. Les audiences sont au plus bas, ça pourrait annoncer une crise terrible dans les médias avec éventuellement des licenciements. Il y a d'ailleurs un de leurs présentateurs vedettes qui est parti rejoindre l'endroit où l'action se passe. C'est sibyllin, mais c'est sans doute sur les réseaux sociaux qu'il va continuer son émission. On verra à l'avenir. Il y a déjà antérieurement Tucker Carlson, qui avait quitté ce média pour faire lui-même ses propres podcasts, avec sur tout de même de très belles réussites, puisqu'il avait interrogé notamment le président Poutine et quelques autres personnalités qui prennent en compte l'importance de ces nouveaux médias. Vous pensez qu'on peut parler d'un basculement médiatique, Jean-Yves ? Je crois qu'on a un début de basculement médiatique, oui. La campagne américaine, alors c'est ancien, puisque il y a le rôle des médias sociaux, le rôle des médias alternatifs, il existe. Il y a eu une contre-offensive dans les années 2016-2020 sous la forme de la censure, et là, la censure est en partie balayée, pas complètement, en partie balayée, notamment grâce à X et grâce à Musk. Eh bien, je vous propose, Jean-Yves, maintenant qu'on a fait ce petit tour des horizons médiatiques outre-Atlantique, de passer en France pour voir ce qui s'y passe dans les médias. Et on commence avec encore des audiences. Moi, j'aime bien vous parler des audiences. Dans les médias, on a les audiences de CNews lors de la soirée électorale qui ont devancé celles de BFM TV. Alors, c'est assez drôle parce que dans les couloirs de la chaîne d'info, paraît-il, eh bien, on enrageait. Voilà, c'est la rançon du sectarisme décalé par rapport à une opinion qui n'en peut plus de ce conformisme. Voilà. Alors Jean-Yves, ce n'est pas sur BFM TV, mais sur Public Sénat. Je vous propose d'écouter Hubert Védrine. Ce que je voudrais dire, c'est que ce n'est pas simplement Trump 2. Je pense que c'est une lame de fond, quand on voit les chiffres, une lame de fond d'un énorme électorat populaire, majoritaire, qui veut donner un coup d'arrêt au progressisme américain des 60 dernières années. Alors, on nous parle d'évolution sociétale, Jean-Yves. Certains craignent le retour d'une explosion des fake news avec l'arrivée de Donald Trump pour la seconde fois à la Maison-Blanche. Vous, quel est votre point de vue ? Alors, je crois d'abord que quand on parle de progressisme dans le sens où Védrine l'emploie, c'est le progressisme effectivement sociétal. Parce que le progressisme technologique, il est de l'autre côté. Il est du côté de Trump, il est du côté de Musk, qui est l'homme qui prépare l'arrivée sur Mars, qui contrôle 700 des 1000 faits. C'est un génie. Donc il y a une différence entre le progressisme sociétal, qui effectivement subit un sacré revers, et le progressisme technologique, qui peut aussi rassurer ou inquiéter, c'est selon, qui est en grande expansion. Alors moi je ne crois pas du tout à la thèse des fake news. Là-dessus je suis sur la ligne, au fond, de tout ce qu'est l'Europe depuis les Grecs. On ne peut accéder à la vérité, en dehors des dogmes religieux, que par la libre confrontation des points de vue. Et donc, eh bien, il y a des points de vue A, il y a le point de vue B, et si le point de vue
A est vrai, il n'a pas à avoir peur d'être confronté au point de vue B. C'est exactement ce qu'on pense en Europe depuis 3000 ans, et c'est ce que pense de manière tout à fait directe et exprimée telle quelle monsieur Elon Musk, qui applique d'ailleurs à lui-même ce principe. Parce que quand Elon Musk fait un tweet, il peut y avoir derrière une remarque de la communauté, une remarque critique qui va dire « il s'est trompé » et il laisse l'expression critique. Voilà, c'est la liberté d'expression. Et on a des spécialistes en France, figurez-vous, qui comparent Donald Trump et sa façon de communiquer et de faire les choses à Louis-Napoléon Bonaparte. Alors c'est sur France 5, ne vous étonnez pas, on écoute ça tout de suite. Trump, il donne quoi? Il donne exactement comme Louis Bonaparte, la fierté, la puissance, le corps masculin, la race blanche qui va prévaloir. Jean-Yves, il s'agit de Sylvie Laurent, où elle est historienne. Oh, historienne. Alors, il faut se méfier des gens à qui on donne des titres pompeux. Historien, climatologue, géopoliticien. Parce qu'en général, si on les invite, c'est pour sortir ce qui convient bien au politiquement correct. En l'occurrence, cette femme se prétend historienne. Eh bien, il y a un historien sur Twitter spécialiste de la période de Napoléon III, qui a étudié tous les débats politiques durant la période de Napoléon III, c'est-à-dire de 1851 à 1870, pas 1970. Et qu'est-ce qu'il a découvert? Il a découvert qu'effectivement, dans le vocabulaire, on pouvait trouver le mot fierté. En revanche, on ne trouve pas la race blanche, on n'en parle pas, la question ne se pose pas. Et donc, on parle pas non plus de force masculine, tout ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'elle a appliqué un vocabulaire anachronique en se présentant comme historienne. Ce qui est la faute majeure pour un historien, c'est d'appliquer à une époque du passé les termes, les règles, les modes d'une époque différente. C'est de la contre-histoire. Oui, c'est de la propagande, c'est de la contre-histoire. Il faut rajouter peut-être que c'est en plus une historienne fascinée par Marx, ce qui retire encore à son crédit. On a Patrick Cohen également qui a fait un édito à propos de Donald Trump. Figurez-vous qu'il est inquiet pour le journalisme. On l'écoute. Les réseaux sociaux qui façonnent l'opinion. You are the media now, a posté ce matin le patron de Tesla. C'est vous le média maintenant, dit-il aux utilisateurs de son réseau X. Traduction, oubliez les journalistes et les médias traditionnels. C'est ici que se fait l'information. Les réseaux sociaux sont devenus le quatrième pouvoir, mais comme le quatrième est dans la main du premier, autant dire qu'il n'y a plus, ou presque plus, de contre-pouvoir. C'est une blague absolue. Puisque Musk, effectivement, contrôle Twitter, X, mais il y a YouTube, il y a Google, il y a beaucoup d'autres choses. Et donc c'est absolument ridicule ce qu'il dit. Bon, ceci étant, on le comprend. Il a été le quatrième pouvoir, ce brave Patrick Cohen. Il a été le quatrième pouvoir, il ne l'est plus et on ne va pas le pleurer. On a un tweet du JDD qui a publié cet article assez intéressant. Pour Michael Douglas, les Républicains constituent désormais le parti du peuple contre les élites. Alors c'est assez intéressant, ça nous permet de rebondir sur à nouveau une émission sur France 5, c'est politique. Le titre de l'émission, c'est le suivant, Jean-Yves, rejet des élites, à qui la faute? Et il y avait un des sous-titres, crise démocratique. Crise démocratique, bon, intéressant. Et c'est quand on perd les élections. Quand on perd les élections, c'est une crise démocratique. C'est vexant à chaque fois. Alors c'est une émission avec Attali et également Laurence de Nervaux, ça vous dit quelque chose? Ah oui, tout à fait. Alors d'abord, pourquoi on invite cette dame? Moi je vais vous le dire. On invite cette dame qui a un profil assez oligarque. Oui, à propos d'élite. Elle est oligarque, c'est une belle oligarque. C'est une belle oligarque. Alors, on l'invite pourquoi? Parce qu'elle est la patronne d'une association qui conseille les mairies pour implanter des centres de migrants. C'est un métier assez rémunérateur. Elle a 150 000 euros de salaire par an. Donc, c'est quand même assez rémunérateur. Et son association est subventionnée par Soros.
Donc il y a toutes les raisons de l'inviter. Alors pour être tout à fait complet, et là ça devient un peu plus préoccupant, son mari, Alban de Nervaux, n'est autre que le directeur général de l'Arcom, c'est-à-dire l'homme qui est derrière, ou parmi les hommes qui sont derrière la censure de C8 et potentiellement de CNews. Donc c'est quand même assez préoccupant. On pourrait préciser quand même que cette femme qui intervient, elle a des intérêts dans les médias, puisque c'est son mari, le censeur des médias. On pose malheureusement assez peu la question des intérêts des invités que l'on choisit. Ce serait pourtant pas si mal. C'est une pratique qui se fait en sciences notamment. On continue. Donc c'est politique. Ce qui est remarquable, Jean-Yves, c'est que c'est présenté par un individu dont on parle régulièrement ces derniers temps, c'est Thomas Negaroff. Eh bien, figurez-vous que la veille, il avait sévi sur France 2 et je vous propose de le regarder face à Léa Salamé. Alors, il faut savoir qu'ils travaillent ensemble quand même à France Inter, mais vous allez écouter la vidéo. Thomas Negaroff, franchement, vous vous attendiez plutôt à une élection de Kamala Harris ? Ah non, non. Je vous propose maintenant qu'on a écouté Thomas Negaroff sur France 2, d'écouter un autre extrait de Thomas Negaroff sur France Inter. Franchement, vous vous attendiez plutôt à une élection de Kamala Harris ? Ah non, non. Pour Donald Trump. Oui, moi je pense que c'est la pire des candidates pour Donald Trump. Vous vous souvenez, Jean-Yves, d'ailleurs, dans ce passage sur France Inter, il expliquait donc que Kamala Harris était dynamique, métisse, femme, par rapport à un vieux mâle blanc. Depuis, les choses ont changé. Je crois savoir qu'il s'est retiré de Twitter, malgré tout. Oui, mais malheureusement, alors c'est l'écran noir, voilà. parce qu'évidemment, il ne veut pas qu'on retrouve toutes les sottises qu'il a préférées. Quand il y a une élection, il faut être un peu prudent. On peut préférer un candidat à un autre. Moi, clairement, je préférais Trump. Mais j'ai toujours été prudent dans mes anticipations, parce qu'il y a une grande incertitude. Lui a été totalement imprudent, donc maintenant, il met l'écran noir sur son Twitter. Malheureusement, il ne met pas écran noir sur le service public, parce qu'on continue de le voir sur la 5, sur le France 2, sur France Inter, sur France Info. Il est invité partout. Partout. Il s'est beaucoup trompé. C'est une règle qu'il faut retenir. Plus un expert se trompe dans les grands médias ou dans les médias de grand chemin, plus il a de chances d'être invité, parce qu'on sait qu'il va dire ce qu'on attend. Et pour conclure ce dossier du jour, Jean-Yves, je vous propose d'écouter finalement peut-être la meilleure leçon de toute cette agitation qu'il y a eu autour de Donald Trump. Et c'est dans Quotidien avec Eugénie Bastier. On l'écoute tout de suite. Il y a un contraste quand même entre, je trouve, le trumpisme et le bardélisme. Puisque le trumpisme, Lequel ? Le bardélisme, c'est pousser au maximum la dédiabolisation. Alors que le trumpisme, c'est assumer totalement la diabolisation, se foutre du politiquement correct, rentrer dans les médias. Et Bardella, en fait, on a l'impression qu'il, lui, au contraire, il veut aller encore plus loin dans la dédiabolisation, au moment même où la diabolisation ne fonctionne plus. Et je trouve que c'est un peu le paradoxe de ce croisement des événements cette semaine. Moi, je la trouve très, très convaincante et assez péchue d'aller sur Quotidien, parce que c'est quand même pas tout à fait... elle joue pas à domicile à Quotidien. C'est sûr. Mais elle s'affirme assez bien. Et je suis alors assez largement d'accord avec... sur ce qu'elle dit. Même totalement d'accord avec son analyse, oui. Eh bien, écoutez, Jean-Yves, en tout cas, ça nous fait une transition toute trouvée pour la suite, l'image de la semaine, où on va parler de Bardella, justement, qui fait la tournée des grands plateaux. Jordan Bardella lance la promotion de son livre. Ça y est, il a commencé les premières dédicaces avec plutôt fort succès, je dois le dire. Et je vous propose de commencer par cet article sympathique, somme toute, de Libération. On a lu Ce que je cherche de Jordan Bardella. Voilà ce qu'on y a trouvé, à part l'ennui. Bon, c'est charmant comme titre. Et il précise l'autobiographie du leader RN de 29 ans, qui sort chez Fayard, Bolloré, est écrite dans un style si aseptisé et vide d'infos qu'on finit par penser qu'il l'a vraiment écrit tout seul. La seule information intéressante, semble-t-il, qu'ils aient trouvée, c'est que Éric Ciotti se serait vu proposer le ministère des Armées, lui qui n'a pas fait le service militaire. Je cite, c'est toujours intéressant de voir... Libé devient militariste. Oui, voilà, des gauchistes antimilitaristes. Ils sont très militaristes, Libé, par exemple, sur l'Ukraine, ils sont très militaristes. Oui. Non, il arrive d'être militariste. Tant que c'est pas eux qui y vont. Oui, pour envoyer les copains, pourquoi pas.
Oui. Alors, Jordan Bardella, malgré tout, était invité sur les grands plateaux. Et le premier plateau qu'il a fait, eh bien, c'est France 2, dans l'émission de Léa Salamé, qu'à l'époque, il était invité à 23h45. Première peau de banane, Jean-Yves, il est reçu en retard, après la promo du film de Ruffin. Bon, première peau de banane. Si vous voulez, il est invité après Ruffin et après d'autres personnes, ce qui est quand même une manière de le décaler à une heure de moindre écoute. Ceci étant, je pense que la clientèle de Madame Salamé doit pas être très favorable à Monsieur Bardella. Donc c'était peut-être pas très bon en termes d'audimat pour eux de le mettre en début d'émission, même si c'était justifié par l'importance politique qu'il peut avoir, qui est sans commune mesure avec celle de Ruffin. Voilà. Deuxième petite peau de banane, eh bien, je vous propose d'écouter cet extrait vidéo pour la découvrir. Il a le cuir tanné, par ailleurs il s'est marié, il a eu des enfants, il a une vie et il dirige aujourd'hui la première puissance du monde. Vous, et on le lit dans le livre, vous n'avez jamais exercé un métier, un vrai métier, comme on dit. Vous êtes entré très tôt en politique, sans vous faire offense. C'est la question qui est lancinante chez moi. Vouloir être Premier ministre, vouloir diriger peut-être la 6e puissance mondiale à même pas 29 ans, est-ce que vraiment vous vous sentez prêt à diriger un pays à 29 ans à peine, n'ayant jamais travaillé? En fait, la vraie question, un homme politique, il doit savoir encaisser. C'est-à-dire qu'on ne sait vraiment quelle est sa valeur que quand il a pris des coups, des forts coups. Trump a pris les pires coups qu'on pouvait, à la fois dans ses affaires dans un premier temps, en politique dans un deuxième temps. Trump, on sait que c'est un encaisseur. Bardella, on ne le sait pas. Peut-être l'est-il d'ailleurs. Peut-être l'est-il. Mais il n'a pas encore eu l'occasion de le prouver. De le montrer. Voilà. On a un tweet de Destination Télé, Jean-Yves, qui m'a un peu intéressé, et interloqué pour le moins. C'est fou quand on y pense, c'est la femme d'un des principaux opposants de Bardella, Raphaël Glucksmann, qui mène cette interview à charge sur le service public. C'est vrai que c'est quelque chose, ça quand même. Encore, on parlait des intérêts tout à l'heure, là c'en est un. Ça serait quand même incroyable si c'était la femme de Bardella qui interrogeait Mélenchon. Voilà, c'est exactement ça. C'est quand même assez hallucinant. Amis journalistes, il y a un cœur à prendre pour remplir cette difficile mission. En tout cas. Et justement, puisqu'on s'amuse un petit peu de cet aspect-là des choses, Jean-Yves, je vous propose d'écouter l'une des blagues un peu limite de l'émission Quelle époque. Et vous verrez, Jordan Bardella a un comportement, pour moi, un peu préoccupant. On regarde ça tout de suite. Si tu soutiens Donald Trump à bout de bras comme ça, si tu lâches d'un coup, tu vas te transformer en canal. Et c'est vrai que Eric, on ne peut pas m'en vouloir, il a quand même un peu une tête de si tu lui mets un peu de beurre, pas de micelle, sur le haut du crâne et que ça descend d'un coup... C'est plus vulgaire que drôle, mais tout le monde se croit obligé de rigoler. Alors je dois dire qu'il faudrait faire attention, parce que c'est de la chauvophobie. C'est de la chauvophobie, premièrement. Et vous savez qu'il y a une loi contre la chauvophobie qui a été votée en première instance à l'Assemblée nationale, donc c'est pas encore une loi qui s'applique puisqu'elle n'est pas passée au Sénat. Mais il y a eu, au printemps dernier, un député antillais qui a déposé une proposition de loi qui a été votée contre la discrimination capillaire. Il visait les dreadlocks. Vous voyez ce que j'ai un petit peu là, les dreadlocks. Il visait les dreadlocks, mais il a expliqué que ça visait aussi la chauve-feuille. Et donc, vous vous êtes si cette loi était votée non seulement à l'Assemblée nationale, ce qui est le cas, mais aussi au Sénat, eh bien, Madame Salamé se retrouverait en correctionnelle, poursuivie par Monsieur Ciotti. Bon, toutes ces lois sont absurdes, évidemment, mais elles existent, on est bien obligé de le rappeler. Puis après tout, si on n'a pas le droit de rire des noirs, des jaunes, des femmes, des handicapés,
que sais-je chauves encore, déchevelus. pourquoi les chauves échapperaient à cette protection universelle. En tout cas, si Bardella s'amuse des réflexions de Philippe Caverivière, eh bien, figurez-vous qu'il est resté plutôt ferme sur ses positions face à Pascal Praud. On écoute ça tout de suite. Que vous vous trompez gravement, voilà. Et je me souviens que pendant l'élection présidentielle, vous aviez fait des projections politiques qui ne sont pas totalement avérées. La France, c'est pas les États-Unis. Et donc, il y a une émission de télé qui m'invite, qui fait 1 million d'audience, qui est payée par nos impôts, et j'estime que c'est aussi notre devoir que d'aller nous confronter aux gens qui sont sur ces plateaux, et peut-être à des gens qui ne pensent pas comme nous. Mais Il y a un 2 poids 2 mesures dans le comportement, vous direz là, Jean-Yves ou... Oui, un petit peu. Je crois qu'il est normal qu'il aille dans le système actuel, médiatique actuel, il est normal qu'il aille sur tous les plateaux, parce que c'est la reproche que Pascal Praud lui fait, en y fin de compte, compris sur les plateaux hostiles. Par contre, je pense qu'il gagnerait, s'il regarde l'évolution, s'il analyse ce qui s'est passé aux États-Unis, je pense qu'il gagnerait à regarder aussi un peu plus du côté des gens qui sont plutôt dans leur camp et sur des médias qui sont en croissance plutôt que sur des médias en décroissance. À certains égards, je trouve même que Trump est plus jeune que Bardella, en tout cas dans la manière dont il a mené sa campagne électorale. Bon, on pourrait vous rétorquer qu'il a malgré tout 155 000 exemplaires à écouler. Il va falloir en faire des médias. Oui, mais il faut aussi faire des podcasts, etc. Oui, bien sûr. Naturellement, c'est bien vrai. Oui, tout à fait. C'est chez Bayard d'ailleurs, donc on est chez Bolloré. Donc en réalité, face à Pascal Praud, il est aussi dans son assiette, normalement, me semble-t-il. Place maintenant aux pastilles de l'information sur ces considérations. À l'heure où l'on enregistre, nous ne sommes plus qu'à quelques heures du match de ce soir France-Israël qui aura lieu au Stade de France. Il avait été question de le déplacer car il y a eu des violences. Alors, le Parisien, par exemple, rapporte des récits de violences jamais vues contre les supporters israéliens. L'Humanité, un journal beaucoup plus à gauche, pose cette question. Est-ce que ce sont des attaques antisémites ou alors des hooligans de l'autre côté qui auraient été pris à leur propre jeu? Et c'est une vraie question à soulever puisqu'on le sait, il y a des drapeaux palestiniens qui ont été arrachés et des chants racistes qui visaient notamment les enfants palestiniens. Donc c'était un peu problématique. Finalement, s'il y a une intervention médiatique qui résume assez honnêtement tout ce qui a pu se passer, eh bien c'est peut-être Fabien Roussel face à Benjamin Duhamel. Je vous propose d'écouter ça et puis Jean-Yves, vous aurez sans doute un commentaire à faire juste après. Je vais vous dire une chose, monsieur Duhamel. Je vais vous dire une chose. Je dénonce la violence, d'où qu'elle vienne. Mais c'est la même chose d'arracher un drapeau palestinien et de se faire lyncher à terre. Mais bien sûr que non. Mais il y a aussi eu des supporters de l'Ajax d'Amsterdam, parce qu'ils étaient arabes. Parce qu'ils étaient arabes, ils se sont fait tabasser aussi. Il y en a eu des deux côtés de la violence. Des deux côtés. Et elle est insupportable et inacceptable. Donc, Fabien Roussel. Non, mais alors attendez. Non, mais c'est intéressant ce que vous dites. Attendez. Et donc, elle est insupportable. Non, mais Fabien Roussel, c'est inacceptable. C'est intéressant. Des deux côtés. Voilà, ce qui est intéressant dans la séquence, c'est qu'il y a deux thèses. Dans cette affaire, il y a la thèse, c'est une querelle de supporters. Manifestement, c'est un peu plus qu'une querelle de supporters, parce que ça s'étend à peu près partout en Europe. Ce qui est un peu gênant quand même, c'est l'attitude de Benjamin Duhamel qui empêche Fabien Roussel de s'exprimer. Moi, je ne suis pas forcément d'accord avec ce que dit Fabien Roussel, mais il a le droit de le dire, et ce n'est pas Benjamin Duhamel qui doit le faire taire. C'est une sale manie de ce type de journaliste de vouloir faire taire les hommes politiques, quels qu'ils soient, et là, pas seulement de droite, mais là aussi de gauche, quand ils disent des choses qui ne leur plaisent pas. Alors, sur le fond de l'affaire, faut bien reconnaître que le problème, c'est qu'il y a dans tous les pays d'Europe maintenant des masses arabo-musulmanes et qu'évidemment, avec ce qui se passe à Gaza, ça les excite beaucoup et ça crée de la violence. Je dois dire d'ailleurs, il y avait eu un précédent incident au Parc des Princes où des tifos, des supporters avaient mis un gigantesque, plus qu'un drapeau, un très grand drap, une très grande banderole pour la Palestine. Il faut comprendre pourquoi. 1, le PSG est la propriété du Qatar. 2, dans les années 1990, il y avait un groupe de supporters qui était réputé, le COP de Boulogne, qui était réputé, entre guillemets, d'extrême droite. Et donc, pour le compenser, l'État
la région, SOS Racisme, ont encouragé à la création d'un groupe de supporters d'Auteuil, la tribune d'Auteuil, issus des banlieues. Bah, évidemment, on encourage des supporters issus des banlieues, ils s'installent et après, ils s'en servent comme d'une tribune politique contre leurs ennemis du jour qui se trouvent être l'État d'Israël. Voilà, c'est comme ça. Il y en a qui pourraient, il y a un certain nombre de gens qui sont des arroseurs arrosés quand même. Oui, c'est l'importation un peu du conflit géopolitique. C'est les sociétés. Dans le foot. Les sociétés multiculturelles sont les sociétés multiconflictuelles. C'est la démonstration par le foot. Et d'ailleurs, à propos d'importation géopolitique, eh bien, il y aura aussi la présence politique d'Emmanuel Macron à ce match ce soir. Il a dit qu'il s'y rendrait pour envoyer un message de fraternité et de solidarité. Bon, remarquons qu'Israël a déconseillé à ses concitoyens de se rendre à cette rencontre. Il faut noter que d'ailleurs assez peu de billets, jusqu'à hier encore, assez peu de billets avaient été vendus. Pourtant, les premiers billets étaient à 23 €. Donc bon. Ils avaient fait vraiment tout ce qui était possible pour vendre. Ça ne va pas être très rempli. Il y aura 4000 membres des forces de l'ordre qui ont été mobilisés, nous dit-on, en grande pompe. Information intéressante, pour le match Liverpool-Real Madrid, il y avait 6800 policiers et gendarmes. Bon, là, cette fois-ci, c'était des Anglais qui avaient posé problème. C'était pas les Anglais, c'était ces malheureux Anglais qui s'étaient fait agresser par des gens de Seine-Saint-Denis qui n'étaient pas tous britanniques. Voilà. Avec un problème de sécurité immense qui avait été organisé par Gérald Darmanin. Oui, bravo Darmanin. On le regrette beaucoup. On le regrette encore. Un petit bilan sur le périph' à 50, il est passé de 70 km/h à 50 km/h. Et figurez-vous que c'est le Parisien qui a décidé de prendre la voie de la mairie de Paris. Alors il cite le bulletin du périphérique et disent que les chiffres sont encourageants. Voilà. Bon. Alors les chiffres, normalement, ils viennent donc de ce bulletin du périphérique, comme je vous l'ai dit, qui est un rapport hebdomadaire dont les derniers chiffres s'arrêtent malheureusement au 25 octobre. Alors on était en pleine période de vacances scolaires, malgré tout, il faut le souligner. Et la mairie de Paris observait et sans doute s'enorgueillait d'une diminution des embouteillages de 37% et de 8% des accidents par rapport à la même période en 2023. Bon, que je sache, une analyse sur 5 jours n'a jamais été forcément quelque chose de reconnu parmi les statisticiens. Et puis par ailleurs, pendant les vacances scolaires, les chiffres sont peut-être pas tout à fait significatifs. Le Parisien parle au nom des Parisiens. Le Parisien parle au nom de la mairie de Paris, voilà, surtout. Oui. Le Parisien, la voix d'Hidalgo. Oui. Une pétition pour sauver C8, la première chaîne de la TNT. Une chaîne qui existe depuis 2005, Jean-Yves, qui compte plus de 400 salariés, avec chaque jour plus de 9,6 millions de spectateurs en cumulé. Donc c'est quand même énorme. Ils ont des records d'audience dans beaucoup d'émissions, notamment dans TPMP, donc Touche pas à mon poste, qui avait plus de 2 millions de spectateurs chaque soir, avec des vrais pics d'audience. Pascal Praud a appelé à signer la pétition qui se trouve sur Mes Opinions. Vous avez le lien qui sera juste en dessous dans le descriptif de cette émission, comme vous en avez l'habitude. Vous avez un commentaire? Oui, j'ai un commentaire parce que on a pu reprocher, non sans raison, une certaine vulgarité à TPMP, mais je note que TPMP est contesté, notamment pour sa vulgarité, par monsieur de Nervaux, Alban de Nervaux, alors qu'on a vu, on a parlé de sa femme précédemment, on a parlé de lui aussi, alors qu'apparemment, la vulgarité qu'on a vue par rapport à M. Ciotti sur le service public, ça ne gêne pas, ça ne gêne pas l'Arcom, quoi. C'est vraiment le 2 poids, 2 mesures à l'état pur. Plus de 600 000 signatures à l'heure où l'on parle. Si le cœur vous en dit, vous pouvez rajouter la vôtre. Il est question ces derniers temps, pour faire des économies, de supprimer des jours fériés. Je vous propose d'écouter Jean-François Copé qui nous livre ici son analyse assez technocratique, je dois dire. Supprimer le 11 novembre, pourquoi pas ? On n'a pas besoin d'un jour férié pour commémorer.
Il y a 1000 manières de commémorer sans pour autant ne pas travailler. Ou alors ça veut dire que nous avons 65 millions de Français qui sont au pied des monuments aux morts le 11 novembre. Ça se saurait. Bon, donc en réalité, les commémorations c'est une chose, le jour férié c'en est un autre. Que nous conservions pour des moments symboliques, le 14 juillet, tout ça je peux l'entendre, mais en réalité, il me semble que le jour férié c'est une manière de faire des économies. Évidemment, il souhaite conserver plutôt le 14 juillet. Mais on pourrait poser la question du 8 mai, avec des arguments quand même qui peuvent être forts. La guerre de 14, c'est 1 400 000 Français qui sont tués. Et c'est une victoire française à la fin. Bon. La guerre de 39-45, c'est 400 000 Français qui sont tués. Donc il y a beaucoup plus de Français aujourd'hui qui descendent de gens qui ont fait la guerre de 14, qui sont morts pendant la guerre de 14, ou des parents sont morts pendant la guerre de 14 que pendant la guerre de 39-45. Donc si on supprime le 11 novembre, on pourrait aussi peut-être poser la question du 8 mai. Oui, vous êtes pour une multi-suppression. Non, je ne suis pas du tout pour une multi-suppression, mais je veux dire, je pense que M. Copé, il serait moins pharo sur le 8 mai que sur le 11 novembre. Sans doute bien. Voilà. On a quelque chose d'intéressant, Jean-Yves aussi, c'est cette une du Parisien, la une du 11 novembre, justement, qui titre de la façon suivante. « Et si on supprimait un jour férié ?» Alors, vous savez ce qu'on dit, on, c'est toujours un con. Et donc, l'image d'illustration, ce sont 3 dates. Le 11 novembre, le 25 décembre et le 1er janvier. Bon, alors là, l'attaque est quand même forte. Bon courage. La dernière fois qu'on a voulu supprimer un jour férié, ça a été la Pentecôte. C'est M. Raffarin. Et on s'est aperçu a posteriori que le week-end de la Pentecôte, indépendamment de son aspect religieux, le lundi de Pentecôte, c'était un moment où les familles, les amis, les groupes communautaires se retrouvaient. Et ça a été donc particulièrement néfaste de supprimer ce jour férié. Entre nous, il y a d'autres manières de faire des économies. Et ceux qui cherchent des économies, j'invite M. Copé d'ailleurs, ils peuvent venir au Forum de Polémia samedi prochain. Nous allons montrer comment on peut trouver 150 milliards d'économie en tapant dans les dépenses nuisibles et sans toucher aux jours fériés. Alors, rendez-vous au Forum de Polémia. On peut trouver le lien sur le site Polémia. Exactement. Et vous avez l'invitation qui est juste en dessous pour prendre votre place dans le lien. Et voilà, on arrive déjà à la fin de ce numéro. Vous m'avez manqué. Je suis contente d'être de retour. Puis si vous avez reconnu l'imitation, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Ça fera du référencement. J'en profite pour vous dire de ne pas oublier de cliquer sur le pouce en l'air. Jean-Yves, on se retrouve la semaine prochaine, naturellement. Mais on n'oublie pas le portrait piquant avec Olivier Legrain, un mécène pro-clandestin qui n'aime pas trop Bolloré d'ailleurs, étonnamment. C'est curieux. On vous laisse le regarder et puis on se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien d'ici là. Quel est le point commun entre les tentes d'un campement de clandestins à Paris et l'achat d'une maison des médias gauchistes? Réponse, leur mécène, Olivier Legrain, millionnaire qui a mis sa fortune au service des clandestins et de leur soutien. Olivier Legrain est né en 1952 à Paris. Élève au lycée Buffon, il est diplômé des mines et de l'École nationale de la statistique. Ses études achevées, il rejoint le groupe Rhône-Poulenc, puis rallie le groupe Lafarge. À partir de 1997, il supervise la création d'une branche de matériaux qu'il va racheter, notamment avec l'appui de fonds anglo-saxons. Ce sera un vrai succès et l'origine de sa fortune. Il se reconvertit ensuite comme psychothérapeute pour la médecine du travail et reçoit ses patients à son domicile cossu de Neuilly-sur-Seine. C'est le début de sa nouvelle vie, celle d'un argentier au service de l'extrême gauche politique, médiatique et associative. S'il a grandi dans un environnement gaulliste, il cède aux sirènes du communisme à ses 15 ans, au moment où les discours révolutionnaires retentissent dans la cour du lycée Buffon. Le très jeune Legrain adhère au Parti communiste où il aura sa carte pendant 9 ans, entre 1969 et 1978. Il rapporte avoir cessé ensuite tout militantisme suite à la publication de l'archipel du Goulag. Il s'enthousiasme pour la candidature de François Mitterrand en 1974
et mettra ensuite sa fortune au service des causes de gauche et d'extrême gauche. Le soutien apporté aux associations est massif. Depuis sa création, en 2019, le multimillionnaire a injecté 3 millions d'euros dans Riace ou Riace, un fonds qui vient en aide aux réfugiés, vrai ou faux, via des associations locales dans le Pays Basque, les Alpes-Maritimes, la région de Calais et l'Île-de-France. Il pèse de tout son poids financier en 2018 afin que le navire Aquarius, complice de passeurs de clandestins, accoste en France. Il soutient les médias militants, l'hebdomadaire de gauche Politis, qui sera pris en flagrant délit de trafic de faux papiers pour des clandestins, le mensuel Regard ou les médias en ligne Basta. Avec son ami Edoui Plenel, il ambitionne de loger des rédactions amies dans une maison des médias avec la bénédiction de la mairie de Paris. Un projet qui devrait voir le jour en 2026 dans un bâtiment industriel du boulevard Barbès. Il figure au rang des signataires de la tribune du collectif Stop Bolloré, qui appelle, je cite, à entraver ce processus à visée réactionnaire en défense de la démocratie et de l'état de droit. Fin de citation. Terminons par une phrase d'Olivier Legrain. Je cite, « Je crois à l'état fort. On ne change rien sans règles coercitives. Prenons les réfugiés. Comprenez les clandestins. Si on ne force pas les gens à en accueillir ici, à Neuilly, ça n'arrivera jamais. Il faut des règles. C'est ça, pour moi, être communiste. » Fin de citation. Clandestins et capitalistes de tous les pays, unissez-vous, c'est Legrain qui régale.